Salut tout le monde, c'est Théromique. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, alors vous devez commencer à connaître le mot A1 Pictures. C'est un studio d'animation que j'ai pas mal mentionné précédemment dans d'autres vidéos, et j'ai jamais caché mes problèmes avec lui. Cependant, ce qui m'a toujours fasciné avec le studio, c'est que même si j'en ai généralement une assez mauvaise impression, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'animés d'A1 Pictures que j'aime beaucoup, voire certains qui sont carrément excellents. En fait, c'est difficile d'avoir un avis définitif sur A1 Pictures, et la raison à ça, c'est parce que ces 10 dernières années, c'est sans doute le studio le plus controversé et paradoxal de l'animation japonaise. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va parler d'A1 Pictures et de ses succès, de sa réputation et de ce qu'il représente dans l'industrie de l'animation japonaise actuelle. Je suis Théromique pour ce 15e épisode de Dissert, c'est parti. Alors, avant toute chose, si on veut parler d'A1 Pictures, il faut commencer par parler d'Aniplex. Aniplex, c'est une énorme maison de production japonaise dont vous avez forcément déjà vu le logo. Depuis les années 2000, Aniplex, qui est elle-même une branche de Sony, s'est vraiment imposée dans la création d'animés. Elle est derrière la production d'un paquet de très gros titres comme Naruto, FMA, Bleach, Fate Blade Works ou encore GTO. En gros, si vous voulez, vous avez les studios qui sont là où les gens travaillent et créent l'animé, et au-dessus, vous avez des sociétés comme Aniplex qui s'occupent de commercialiser, financer, distribuer l'animé quand il est fini. Ces sociétés, c'est ce qu'on va appeler des maisons de production, et au Japon, Aniplex, c'est une des plus grosses. Bref, en 2005, pour se diversifier et pour ne plus avoir à entièrement dépendre de studios extérieurs, Aniplex fonde A1 Pictures, son propre studio d'animation, et ça avec un principal but, adapter les licences d'Aniplex. Ce qui est logique quand on y pense. C'est vrai que l'inverse aurait été bizarre, mais voilà. Au début, le studio est assez modeste, il fait ses premières marques avec Okiku Fukaribute, un animé de baseball, et Kanagi, un slice of life plutôt sympa, mais sans plus. Mais très tôt, A1 va commencer à s'occuper de licences plus importantes et surtout plus populaires. La première, c'est Black Butler, qui commence en octobre 2008. Et oui, ça fait 13 ans. Vous êtes vieux. Et là où A1 Pictures se démarque, c'est deux choses. Premièrement, la quantité. Le studio sort au moins un animé par saison, et puis rapidement il va passer à 2, et même parfois à 3. Pour des studios plus classiques comme Bones ou Madhouse, déjà un animé par saison c'est très bien, alors 2 voire 3 c'est juste colossal. Comme le Titan. Colossal. Et deuxièmement, c'est sa diversité. En fait, la raison pour laquelle A1 Pictures arrive à tenir un tel rythme, c'est qu'on voit que chaque animé est donné à une équipe différente. Contrairement à des studios comme Trigger ou KyoAni, on n'a pas de cohérence dans le style graphique ou même dans la qualité des animés du studio. Bref, dans les années 2000, A1 Pictures fait sa vie de son côté en continuant de faire principalement des adaptations de licences populaires comme Working, Idolmaster ou Fairy Tail. On note aussi que le studio sort également quelques productions originales, certaines sympathiques, d'autres moins, mais qui montrent quand même qu'il y a un désir de création à l'intérieur d'A1 Pictures. Cependant, en juillet 2012, tout va changer avec l'arrivée de Sword Art Online. Je pense qu'on connaît tous maintenant l'impact de SAO sur la culture otaku. Si c'est pas le cas, je vous renvoie à l'épisode de Dissert que j'ai fait dessus. Abonnez-vous, mais ce qui est important ici, c'est que ça a eu l'effet d'une bombe sur le studio. Face au succès incroyable de l'animé, A1 Pictures va décider de passer à la vitesse supérieure. Il passe de 7-8 animés par an à plus de 10 à partir de 2014. Regardez, en comptant les films et les OAV, tout ça, c'est ce que Aniplex a sorti en seulement 2015. C'est trop. Si jamais vous n'avez pas compris. Et surtout, il arrête presque entièrement de produire des animés originaux pour se concentrer sur ses adaptations, et plus précisément ses adaptations de light novel. En fait, même si A1 continue d'adapter des mangas et des jeux, comme par exemple avec Magi ou Nanatsu, le studio va se focaliser sur l'adaptation de light novel, qui à l'époque commençait à être de plus en plus populaire au Japon. On voit donc apparaître des animés comme Oreimo, Oreshura, Saina Heroine, Kalidea Code et Asterix Wars. Et le problème avec les animés que je viens de vous citer, c'est qu'ils sont pas tous très bons. En effet, c'est à ce moment-là que le studio va vraiment se faire connaître dans la communauté otaku et qu'on va lui donner cette mauvaise réputation qui le suit encore aujourd'hui, celle d'un studio avide d'argent qui adapte des light novels au rabais avec une animation brouillonne, pauvre et remplie de fanservice dans le seul but de capitaliser sur la hype autour des licences. On va aussi reprocher à A1 Pictures d'avoir un style un peu trop lisse et fade, sans aucune originalité. Et même en dehors des light novels, on sent aussi une baisse générale de la qualité dans les adaptations des gros titres. On se rappelle tous par exemple des memes autour de la tête moche de Meliodas, mais on a aussi la même chose dans Sao Alicization ou même dans l'animé Persona 5. Cette surcharge, elle a aussi surtout été la cause de plusieurs scandales. En 2010, un des animateurs du studio, qui travaillait plus de 600 heures par mois, s'est suicidé sous la pression. Et malgré les poursuites judiciaires, A1 Pictures a refusé d'assumer sa responsabilité dans la mort de son employé.
Quand on ajoute à ça les scandales autour des scènes de viol de Sao, qui d'ailleurs ont valu à l'anime de se faire interdire dans plusieurs pays, on comprend pourquoi est-ce que A1 Pictures a une telle réputation et pourquoi, d'une certaine manière, il a contribué à ternir l'image de l'animation japonaise tout entière. Mais en même temps, sans minimiser les problèmes qu'on vient de citer, il faut aussi reconnaître que ces dernières années, le studio nous a aussi donné de très bons animés. Que ça soit Magi, Shigetsu ou Kaguya-sama, il y a quand même de vrais chefs-d'œuvre dans les plus de 200 animés qu'A1 a produits. Certains d'entre eux m'ont même fortement marqué et ont contribué à leur manière à construire celui que je suis aujourd'hui. En fait, c'est justement ce que je disais dans 1714 sur Sword Art Online. Il y a toujours une partie de moi qui aime beaucoup A1 Pictures pour toutes les expériences fabuleuses qu'il m'a permis de vivre grâce à ces animés. Également, même pour ceux qui ne sont pas réceptifs à ce type d'œuvre, il faut avouer que A1 se défend quand même au niveau de son animation. Certains de ses titres, comme Grimgar ou le clip Shelter, sont parmi ce qui s'est fait de mieux visuellement dans l'industrie de ces dernières années. D'un autre côté, des animés comme Occultic 9 ou Shinsekai Yori montrent que le studio sait faire de l'animation audacieuse, voire même carrément expérimentale par moments. Et finalement, on doit aussi reconnaître que de grosses adaptations de A1, comme Black Butler, Fairy Tail ou Sword Art Online, ont permis à beaucoup de nouveaux fans, moi y compris, de s'intéresser aux animés. Pour pas mal de gens de ma génération, quand on dit animation japonaise, c'est les animés d'A1 Pictures qui viennent en tête en premier. Et ça, juste le fait d'avoir réussi à populariser l'animation japonaise, eh ben c'est quelque chose qui doit être mis au crédit d'A1 Pictures. Mais bon d'accord, ok, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, ça pas de souci, on comprend. Mais ce qui reste quand même très bizarre chez A1 Pictures, c'est les différences entre ces animés. En effet, quand on compare A1 Pictures à d'autres studios, ce qui frappe, c'est son manque de cohérence. Là où des studios comme Shaft ou KyoAni ont un style graphique bien à eux, des thèmes narratifs qui se répètent d'animé en animé, et surtout un certain gage de qualité, A1 Pictures fait de tout, et surtout, il fait du très bon comme du très très mauvais. En fait, avec A1 Pictures, on n'est jamais sûr du résultat. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais absolument terrifié à l'idée qu'il adapte le manga Kaguya-sama, parce que il y avait une bonne chance que ça soit de la merde. Mais heureusement, l'équipe était compétente et il a eu les moyens nécessaires à sa disposition. Et c'est ça. En fait, la raison pour laquelle A1 Pictures est si paradoxale, c'est que c'est pas un vrai studio d'animation. Enfin, c'est pas un vrai dans le sens classique du terme, mais ici on aime bien être putaclic. Abonnez-vous. La raison pour laquelle la différence de qualité entre les animés d'A1 est si grande, c'est parce qu'il n'a presque pas d'animateur fixe. Au sein du studio, la quasi-totalité des gens qui s'occupent du travail créatif sont embauchés en freelance, ou lorsque ce sont des gros noms du milieu, sont embauchés dans un contrat temporaire. En gros, c'est comme du freelance mais avec un peu plus de reconnaissance. C'est très différent des studios comme Trigger ou KyoAni qu'on a cité plus haut, qui, à l'inverse, n'ont presque que des animateurs maison, à savoir des gens embauchés sur le long terme pour leur talent et surtout pour leur compatibilité avec le style de l'équipe. De son côté, le cœur du studio d'A1 Pictures est presque entièrement composé de producteurs et c'est eux qui vont ensuite recruter des créateurs et des équipes en freelance un peu partout pour les faire travailler sur un titre spécifique. Il y a donc très peu d'animateurs ou même de créatifs fixes chez A1 Pictures et c'est ce qui explique que les animés du studio ne se ressemblent pas entre eux parce qu'ils ont été faits par des gens qui viennent de partout. Ainsi, la seule chose qui relie les œuvres entre elles, c'est le nom de quelques producteurs et rien d'autre. En fait, le style qu'on attribue parfois à A1 Pictures, à savoir les traits très lisses et fins, qui sont légèrement brisés, avec des couleurs toujours légèrement teintées, avec un peu de contraste, c'est avant tout une évolution du style light novel qu'on retrouvait déjà d'une certaine manière dans Haruhi Suzumiya ou Zero no Tsukaima. Aujourd'hui, c'est un peu la manière standard de faire de l'animé basique. Ça peut être très bien, dans Idolmaster ça marche sans problème, mais c'est pas très original, et ça existe aussi chez d'autres studios comme Lerche ou Dean. Et même Trigger avec Inu Battle, parce que un Trigger, un jour ils ont eu besoin de manger, eux aussi, et donc ils ont arrêté de faire des mechas qui rentrent dans des mechas qui rentrent dans des mechas, et ils ont dû accepter une adaptation de light novel au rabais, et ils l'ont fait dans ce style, qui est à des années-lumière de ce qui se fait normalement chez eux, et c'est donc très drôle. Et un peu triste aussi quand on y pense, oui. Mais pour revenir à A1 Pictures, finalement, aujourd'hui, on pourrait même plus le considérer comme un producteur plus que comme un vrai studio d'animation classique, puisqu'il ne fait avant tout que brasser des animateurs externes, les répartir sur différentes licences et les pousser à la porte une fois le projet fini. Si A1 fait donc de temps en temps de bons animés, c'est avant tout parce qu'une équipe talentueuse a été assemblée pour l'occasion et qu'on lui a donné les moyens nécessaires de faire du bon travail. En gros, on décide arbitrairement à l'avance de la qualité de l'animé qu'on va faire. Mais sinon, comme on l'a dit, le cœur d'A1 Pictures en lui-même est majoritairement composé de producteurs et de gestionnaires, et pas de créateurs. Sauf que la raison pour laquelle on parle encore d'A1 Pictures comme un vrai studio, c'est que aujourd'hui, c'est pas le seul à faire ça. En effet,
Maintenant, dans l'industrie de l'animation japonaise, on a deux modes de production qui cohabitent difficilement. D'un côté, on a les studios plus traditionnels avec des équipes fixes, une patte à eux et des créateurs visibles, et de l'autre, on a des studios freelance comme A1 Pictures qui se focalisent sur l'exploitation de licences et qui considèrent les animateurs et autres créateurs comme une simple main-d'œuvre. En fait, en ce moment, on voit que c'est clairement le modèle d'A1 Pictures qui est en train de devenir la norme. Les studios maison comme KyoAni sont aujourd'hui des exceptions, et de plus en plus de studios engagent principalement des animateurs en freelance. C'est le cas de Madhouse, qui était il y a quelques années un pilier d'industrie avec Hunter x Hunter ou One Punch Man, mais qui dernièrement a perdu beaucoup de ses membres clés et qui doit engager des freelancers pour rester dans la course. En fait, pour les studios, le freelance a plusieurs avantages, mais surtout, il répond à un problème de plus en plus gros dans l'industrie, qui est le manque de main-d'œuvre qualifiée. En gros, à force de produire de plus en plus d'animés, on finit par manquer de gens avec de l'expertise suffisante pour en réaliser. Pour compenser, on prend des animateurs confirmés et on les met en tant qu'animateurs clés ou même réalisateurs, et on bouche les trous avec des animateurs en freelance. Le problème, c'est qu'au Japon, le freelance, c'est pas protégé par le code du travail. Il n'y a pas vraiment non plus de vrais syndicats pour les petits animateurs. Ainsi, les studios en profitent donc pour payer leurs freelancers une misère et leur imposer des deadlines horribles en sachant très bien qu'ils ne peuvent pas riposter. Si jamais vous aviez des doutes sur mon orientation politique, je pense que maintenant c'est clair, hein. En plus de toute l'horreur humaine avec tous les burn-out et les suicides que ça produit, on se rappelle de l'animateur qui travaillait plus de 600 heures par mois, ça a pour effet de décourager une très grande partie des gens qui veulent travailler dans l'animation. Ce que beaucoup d'animateurs racontent, c'est qu'aujourd'hui, presque plus personne ne fait carrière dans l'animation japonaise. Au bout de quelques années, les nouveaux animateurs qui sont embauchés en freelance finissent par être dégoûtés de leur charge de travail, ou de simplement ne plus avoir assez d'argent pour continuer, et donc vont aller chercher du travail dans d'autres industries ou carrément quitter le métier artistique pour de bon. Les nouveaux animateurs n'ont donc plus le temps d'être formés et de gagner de l'expérience. Ainsi, au fur et à mesure que les grands animateurs de notre époque, comme Nakamura ou Miyazaki, partent à la retraite ou meurent, on a donc de moins en moins de personnes expérimentées qui travaillent dans l'animation japonaise. Ce qui fait malheureusement progressivement baisser le niveau global de l'industrie de l'animation. Mais ok, soyons capitalistes. Après tout, il y a toujours de bons animés qui sortent régulièrement, et de manière générale, l'industrie reste rentable. C'est le principal, non? En fait, même si ça c'est vrai, sur le long terme, la surcharge d'animés pose plein de problèmes. Le manque de main-d'œuvre, c'est vraiment que le sommet de l'iceberg, et on pourrait parler de la dévaluation des adaptations, des problèmes comme les plateformes comme Netflix, mais bon, ça c'est des sujets très complexes qui seraient très intéressants pour une autre vidéo. Le point à retenir là-dedans, c'est que sur le long terme, ça marche pas. C'est même d'ailleurs très mauvais. Tout ça pour dire que le système sur lequel se reposent de plus en plus de studios d'animation est loin d'être parfait, et qu'il serait temps d'envisager des alternatives plus saines. De son côté, A1 Pictures se défend en disant que c'est un problème plus large au sein de l'industrie et que lui ne fait finalement que suivre le mouvement. Sauf que même si c'est vrai que c'est loin d'être le seul à suivre ce modèle, A1 est quand même un des acteurs qui a grandement participé à populariser ce type d'industrie. Je ne pense donc pas qu'il ait honnêtement le droit de s'en dédouaner complètement. Après, A1 Pictures aussi semble avoir évolué. Depuis 2018, le studio a ralenti la cadence et sort maintenant beaucoup moins d'animés par an. C'est peut-être la conséquence de la séparation avec sa filiale Cloverworks, ou peut-être simplement le Covid, après tout, mais bon, on espère que le studio continue comme ça. La question est donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de produire autant d'animés quand ça vient au détriment de la qualité du travail des animateurs? De plus, dans la manière dont fonctionnent les choses actuellement, on a régulièrement des licences entre guillemets sacrifiées, qui sont un peu gâchées par une mauvaise adaptation animée. C'est par exemple le cas de l'animé Persona 5, qui est tout simplement inregardable, c'est ouf comment il est moche, et ça c'est parce que A1 n'a simplement pas pu donner à son équipe le temps et les moyens nécessaires pour bien travailler. Enfin, je pense qu'on s'est un peu égaré, tout ça c'est des problèmes très vastes dont on aura l'occasion de reparler plus en détail dans une prochaine vidéo. Au final, je pense que pour nous, la conséquence la plus directe du modèle d'A1 Pictures, c'est qu'il est en train de changer notre rapport à l'animation japonaise. Ça fait des dizaines d'années qu'on regarde l'industrie de la japanimation au travers de ces studios. Dans le genre, tiens, un animé de Trigger, parfait, voilà, ça c'est très réflexif, on va adorer. Tiens, un animé de Gonzo, alors là ça va être plus être du gros ecchi dégueulasse. Cependant, comme on le voit avec A1 Pictures, ce qui est le plus important, c'est les équipes derrière une œuvre. Aujourd'hui, on peut pas juger un animé d'A1 juste en sachant que c'est lui qui l'a fait. On doit forcément s'intéresser aux créateurs derrière et aux moyens qu'ils ont eus. En fait, jusqu'à présent, en Occident, à part les très grands noms comme Nakamura, on connaît très peu les noms des gens qui font nos animés. Mais si on continue dans cette dynamique de freelance, alors on va sûrement s'intéresser de moins en moins aux studios et bien plus aux réalisateurs, aux animateurs clés ou aux musiciens pour savoir si un animé est bon ou pas. C'est ça, l'industrie de l'animation est en train de changer.
Et les structures et les modèles qu'on utilise pour l'analyser actuellement ne seront peut-être pas toujours d'actualité. À mon avis, si on veut vraiment comprendre l'animation japonaise, alors il faut vraiment s'intéresser à la fois aux structures et aux individus qui la composent. Et surtout, si on veut continuer à avoir de bons animés, je pense que c'est important de continuer à donner notre soutien moral et politique aux gens qui se battent pour améliorer l'industrie. En fait, je pense qu'il faut surtout pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir, parce que si on s'y met tous ensemble, alors je pense que nous aussi, on peut contribuer à faire changer les choses. Turn around, stay away, life is so hard, here it goes again. Time will wait for us, so I thought. Merci à tous d'avoir regardé ce 15e épisode de Disserte, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et surtout partager la vidéo, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui fait vivre la chaîne. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous pensez d'A1 Pictures, ça m'intéresse de voir vos avis là-dessus. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théromique qui vous parlait, à la prochaine!